Elle était la star de l'hystérie. Au nom de la science et du progrès, comme des centaines d'autres femmes enfermées à la salpêtrière à la fin du 19e siècle, Louise Glaise, dite Augustine, a été exploitée, manipulée, exhibée, humiliée. Pour satisfaire la démesure d'un docteur qui se croyait démiurge, Jean-Martin Charcot, maître de cérémonie du grand théâtre de l'hystérie. La scène parle d'elle-même. Dans une salle bondée comme un théâtre, une forêt d'hommes en noir encercle une femme dont la gorge découverte s'offre à leur regard. Elle, déjà inconsciente, vient de choir dans les bras de l'interne. La démonstration est terminée. Impassible, Charcot ne prête déjà plus attention à son rat de laboratoire. Il contemple son auditoire avec l'assurance de celui qui vient, ou pas encore, de prouver sa théorie. Cette femme, c'est Marie Wittmann dite Blanche, et sa trajectoire ressemble à s'y méprendre à celle d'Augustine. Exposées à la misère sociale, elles ont été contraintes de gagner leur vie très jeunes et placées dès le sortir de l'enfance sous l'autorité d'hommes qui, protégés par leur position de supériorité, ont vu en elles des proies faciles. Augustine a 13 ans lorsque son employeur la vêt sous la menace d'un couteau. À partir de ce choc initial, commencent les crises si fortes qu'elles la conduiront bientôt aux portes de la salpêtrière. Cela fait une dizaine d'années qu'un médecin neurologue y règne en maître, vénéré par un aéropage de disciples. Convaincu que la source de l'hystérie, ce trouble soi-disant féminin dont le spectre hante la médecine depuis des siècles, se situe dans le cerveau et non dans les ovaires, Charcot est persuadé de tenir une grande découverte. Et Augustine, dont les crises sont aussi fréquentes que spectaculaires, incarne le cas rêvé. Tout en elle annonce l'hystérique, lit-on dans son dossier. Débute alors l'observation. Des pieds à la tête, la cobaye est palpée, détaillée, auscultée, fouillée. Comme les sorcières d'autrefois, on la transperce d'aiguilles pour tester sa sensibilité. Et pour leur bonheur, Augustine est prolixe, capable de produire les jours fastes plus d'une centaine de crises convulsives. Dans ces moments, elle est prise de terribles hallucinations qui lui font revivre les agressions sexuelles dont elle a été victime. Loin de faire le rapprochement entre sa condition et ses traumatismes, Charcot n'y voit que du vent. Lui ne s'intéresse qu'aux manifestations physiques. Mais observer ne suffit bientôt plus. Il faut fixer, classer. Aussi docile qu'une planche anatomique, Augustine rejoue inlassablement les différentes phases de ses crises sous l'œil de la caméra, devenant malgré elle le premier top modèle médical. Et lorsque ces crises commencent à s'espacer, c'est l'hypnose qui lui fera encore et encore performer son rôle en parfait petit automate. Bientôt, le tout Paris se battra pour venir applaudir la troupe d'hystériques des leçons de Charcot. Des femmes qui se prennent pour des chiens, d'autres qui voient des serpents se rouler par terre. Mais sans famille ou presque, sans ressources, ces femmes vulnérables n'ont nul autre choix que de rester à la merci d'un corps médical qui s'arroge tous les droits, et je dis bien tous, sur le leur. Celles qui n'obéissent pas sont punies, d'autres tenues par l'addiction, devenues dépendantes à l'éther ou l'amyle nitrate dont elles sont gavées et dont les effets secondaires pourraient expliquer leur comportement. Elles savent qu'elles obtiendront leur dose après la représentation et le cycle de domination peut se perpétrer. Contrairement à Blanche, Augustine en échappera. 5 ans après son arrivée, elle s'évade de la salpêtrière travestie en homme. Sa trace ensuite se perd, mais son empreinte demeure. Elle est dans toutes ces femmes qui, hier comme aujourd'hui, ont été accusées d'être folles. Nous sommes toutes Augustine.